Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres. Changement en vue pour les indépendants. Édouard Philippe confirme la suppression du RSI le 1er janvier. Le régime social des indépendants va être adossé au régime général. Une période transitoire de 2 ans est prévue. Quelles conséquences pour les 6 millions de Français concernés? On en parle dans cette édition. La loi antiterroriste adoptée par le Sénat et présentée en octobre à l'Assemblée nationale fera l'objet d'une évaluation en 2020. Le chef de l'État l'a annoncé au préfet. Le texte qui transpose dans le droit commun des dispositions liées à l'état d'urgence suscite en effet une levée de boucliers. Le débat est à suivre. Suite de notre page spéciale élection sénatoriale, le scrutin du 24 septembre renouvelle la moitié des sièges de la Haute Assemblée et un groupe est particulièrement concerné. Il s'agit du groupe communiste. Joue-t-il sa survie? Élément de réponse dans un instant. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à tous nos débats sur Twitter avec le hashtag Sénat360. Pour m'accompagner cet après-midi jusqu'à 18h, Saveria Rojek en direct de la salle des conférences. Le multiplex, c'est tout de suite. À quelques jours de l'examen par les députés du projet de loi antiterrorisme, Emmanuel Macron promet une évaluation de cette loi très contestée. Elle fige dans le droit commun des mesures exceptionnelles de l'état d'urgence. En juillet, lors de son examen au Sénat, les parlementaires s'étaient prononcés pour une clause d'autodestruction. Julie Hulin. Un premier discours devant le corps préfectoral et une priorité absolue pour Emmanuel Macron, celle de la sécurité des Français. Administrer le pays, c'est d'abord assurer la sécurité de nos concitoyens pour préserver la cohésion sociale et promouvoir une société apaisée. Aujourd'hui, dans trop d'endroits du territoire, nos concitoyens ont peur. Premier élément, la lutte contre le terrorisme. Emmanuel Macron a ce matin précisé ses ambitions pour le projet de loi antiterroriste qui doit remplacer au 1er novembre le régime exceptionnel de l'état d'urgence. Un projet de loi qui sera évalué en 2020 par le Parlement. C'était une des revendications du Sénat. Certaines mesures pourront ainsi être supprimées et d'autres ajoutées. Concernant la radicalisation, le président français a annoncé la mise en place d'un plan national de la prévention de la radicalisation ainsi que le renforcement du renseignement pénitentiaire. Un élément important est aussi la lutte contre l'insécurité du quotidien. D'abord parce que ces deux sujets sont liés et qu'il y a un continuum qui existe aussi. Ensuite, parce que c'est une attente de nos concitoyens indispensable. Emmanuel Macron confirme la mise en place d'une police de sécurité du quotidien accompagnée d'une réforme de la procédure pénale. Pour tenir ses engagements, il a choisi de faire de la sécurité intérieure une priorité budgétaire. En 2018, le budget du ministère de l'Intérieur augmentera de 7%, avec notamment, comme il s'y était engagé, la création de 10 000 emplois de policiers et gendarmes sur le quinquennat. Et on va tout de suite retrouver Saveria Rojek en direct de la salle des conférences du Sénat. Saveria, vous êtes avec Philippe Dominati, sénateur Les Républicains de Paris. Alors cette évaluation, c'était une demande des sénateurs. Il s'était posé en garant des libertés publiques. Qu'en pense justement Philippe Dominati? Absolument. Bonjour Philippe Dominati. Bonjour. Voilà, donc Emmanuel Macron qui annonce donc que la loi antiterroriste fera l'objet d'une évaluation en 2020. C'est, comme vient de le rappeler Delphine, ce que demandaient les sénateurs. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose de pouvoir réajuster une loi en fonction de ce qui marche ou de ce qui ne marche pas? Oui, c'est bien de corriger, mais en matière de terrorisme, c'est loin de 2020. En réalité, ce qui compte, c'est l'organisation des services ou la réorganisation des services. C'est peut-être plus important que la loi. C'est plus important que la loi? C'est plus important parce qu'il y a déjà eu beaucoup de lois sur l'antiterrorisme. Par contre, sur la réorganisation ou le réajustement des services du ministère de l'Intérieur, je pense que le nouveau président aurait pu donner une impulsion, par exemple un regroupement des services de renseignement intérieur. C'était quelque chose que beaucoup de parlementaires attendent, aussi bien dans l'opposition que dans la majorité. Pour l'instant, on continue à légiférer. C'est pas ce qui avait été fait avec la création de la task force auprès directement Non, ça n'a pas été fait avec la task force. C'était un organisme en plus et ça a succédé à un organisme supplémentaire qui avait été fait déjà au ministère de l'Intérieur. Alors donc, à plusieurs reprises, les parlementaires, qu'ils soient de l'opposition ou de la majorité, s'étaient exprimés sur la lutte antiterrorisme parce qu'il y a quand même un dispositif à perfectionner, qui fonctionne mais à perfectionner. Et pour l'instant, on en est toujours au texte des lois alors qu'on préférait que les organigrammes changent un peu.
Un autre sujet maintenant, Philippe Dominati, nous sommes à 3 semaines des élections sénatoriales. La droite part très divisée à Paris avec 3 listes, 3 listes distinctes. Vous menez une de ces 3 listes, vous la menez en tant qu'indépendant, mais vous récusez le terme de dissident. D'abord, la droite ne part pas très divisée. 3 listes. La droite part exactement dans le même dispositif tactique qu'aux 2 dernières élections sénatoriales. Et la nouveauté, c'est que la majorité municipale part très divisée, puisqu'à chaque fois, elle n'avait qu'une seule liste et qu'il y en a 4. Donc la nouveauté, c'est plutôt du côté de Madame Hidalgo qu'il faut chercher. Pour ma part, j'ai voulu une large liste de rassemblement, je dirais au-delà de ma propre formation politique. Et d'ailleurs, je crois que ce début de campagne me donne raison, puisque je suis la seule liste en mesure de gagner un siège de sénateur pour mon camp. Et donc, j'espère réussir dans cette entreprise. Toujours un mot, Philippe Dominati, sur la recomposition de la droite au Sénat. Fabienne Kelèvre est à la manœuvre en ce moment pour créer un groupe, les Constructifs. Est-ce que vous pourriez rejoindre ce groupe s'il était effectivement créé? Non, d'abord, le débat doit avoir lieu dans la famille des Républicains. Et de savoir si on tient compte de l'échec terrible des élections présidentielles. Est-ce que vous êtes favorable à la constitution d'un groupe, les Constructifs au Sénat? Non, je ne sais même pas ce que ça veut dire les constructifs. Pourquoi il y aurait des constructifs au Sénat et pas ailleurs, dans d'autres assemblées? Est-ce qu'il y a un parti, les constructifs? C'est pas comme ça que... Moi, j'ai des convictions. D'abord, je veux voir comment ma famille politique peut se transformer en tenant compte des échecs qui ont eu lieu au cours de cette année électorale. Et je pense qu'au Sénat, on doit changer de registre, on doit changer de méthode et on doit changer de programme. C'est-à-dire, vous dites qu'il faut avant tout clarifier la ligne politique des Républicains. Il faut s'adapter sur un projet d'avenir et non pas de juger en fonction du passé récent. Est-ce que vous jugez que votre famille politique, que la droite est aujourd'hui toujours menacée d'éclatement ? Oui, elle est menacée d'éclatement si, effectivement, on fait comme si rien ne s'était passé. Si, effectivement, on continue, je dirais, avec les mêmes méthodes, le même projet pour les 3 ans qui viennent. Le Sénat va être un lieu très important. Très important parce que l'Assemblée nationale n'a pas pris un rythme de croisière et dans le dialogue entre le législatif et l'exécutif, c'est probablement au Sénat que ça va se passer. Deuxièmement, c'est au Sénat où il n'y a pas un seul groupe qui domine une majorité et donc on est obligé de faire des concessions. Et nous devons exprimer, nous qui sommes le groupe majoritaire, en tout cas le plus important de cette Assemblée pour l'instant, et j'espère qu'on le sera après, on doit partir sur un autre braquet. Très bien, merci beaucoup. Merci Philippe Dominati d'avoir répondu à la question. Merci. De rien. Merci à vous, Saveria, pour cette réaction en direct. On continue cette page consacrée aux élections sénatoriales. On va parler du groupe communiste. 16 des 18 sénateurs de ce groupe remettent leur siège en jeu, ce qui remet en cause l'existence même du groupe. Alors avant d'en parler avec Tam Tranui, écoutez ce qu'en disait ce matin Pierre Laurent, sénateur communiste de Paris. Il était l'invité de notre émission Territoire d'Info. Quand il y a des mauvaises décisions gouvernementales, c'est jamais une bonne nouvelle pour le pays. Moi, je ne fais pas commerce des difficultés du pays. Ce qui est certain, c'est que ça doit mettre en alerte l'ensemble des grands électeurs qui vont se prononcer sur les élections sénatoriales. Qu'est-ce qu'il y aura dans le Sénat comme groupe pour s'opposer à cette politique? Les Républicains et les centristes ont voté les textes au mois de juillet du gouvernement. Et le groupe socialiste a été incapable de s'y opposer. Il n'y a plus de groupe écologiste. Le seul groupe qui s'est opposé clairement et qui a fait des contre-propositions, c'est le groupe communiste républicain et citoyen. Il faut que ce groupe soit présent dans l'hémicycle et je pense que nous avons bon espoir que ce soit le cas. Vous menez campagne, votre parti mène campagne, vos élus, vos sortants mènent campagne pour les sénatoriales. Est-ce que vous constatez dans la campagne, sur le terrain, des problèmes avec les élus de la France Insoumise? Ce que je constate, moi, c'est plutôt une différence entre l'attitude effectivement parfois très dure des dirigeants de la France Insoumise, comme dans le cas de la Corse, et sur le terrain des discussions qui, au contraire, se continuent parce que les militants de la France Insoumise, du Parti communiste, qui ont déjà mené des batailles ensemble, veulent plutôt continuer à les mener dans beaucoup d'endroits. Et donc, il y a des discussions qui se poursuivent. Aux élections sénatoriales, la France Insoumise a décidé de faire l'impasse. Mais il y a des discussions qui se mènent ici ou là.
Et pour continuer sur cette question du groupe communiste et des élections sénatoriales, Tam Tranui nous a rejoint. Alors bonjour Tam, on le disait, il y a bien ce seuil fatidique des 10 parlementaires à réunir pour constituer un groupe. En quoi c'est une mission compliquée pour les sénateurs communistes? Eh bien, aujourd'hui, les groupes communistes au Sénat, eh bien, c'est 18 sénateurs et quasiment tous les sénateurs sont sur la sellette, vous l'avez dit. Seuls 2 sont assurés de rester au Sénat puisqu'ils sont non renouvelables. Il s'agit de Thierry Foucault, qui est sénateur de la Seine-Maritime, ainsi que de Christine Pruneau, qui est elle, sénatrice des Côtes-d'Armor. Ça fait donc beaucoup d'incertitudes pour le groupe communiste. Le point noir pour eux, c'est avant tout que les élections intermédiaires. Je veux parler des élections départementales, régionales de 2015, mais surtout les élections municipales de 2014 qui fournissent le gros des troupes de ces grands électeurs qui sont appelés aux urnes le 24 septembre prochain. Toutes ces élections ont été très favorables à la droite. On le voit d'ailleurs avec cette vague bleue de 2014. Est-ce que l'horizon s'éclaircit néanmoins pour le groupe communiste? Eh bien oui, et avant tout parce qu'il s'obscurcit cet horizon pour les élus de la République En Marche, entre la baisse des dotations pour les collectivités, la diminution des contrats aidés ou encore les mesures sur la taxe d'habitation ou les APL. Tout cela, c'est un festival de mesures qui sont très impopulaires auprès des élus locaux qui ont été annoncées. Tout cela tout au long de l'été. Et du coup, tous les groupes politiques devraient profiter du fait que, on le voit, les prévisions du groupe de la République En Marche ne cessent de baisser, mais les communistes pourraient en profiter plus que d'autres. Ils ont pour eux la constance, ils n'ont cessé, il faut le dire, de dénoncer les cures d'austérité jusqu'ici, alors qu'il y a des groupes qui avaient voté, par exemple, les baisses de dotation. Un autre élément positif pourrait jouer en faveur du groupe communiste au Sénat. Et oui, c'est que la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon fait l'impasse sur les sénatoriales, avant tout car elle n'est pas suffisamment implantée localement pour pouvoir faire élire un sénateur, sans compter que Jean-Luc Mélenchon est favorable à la suppression du Sénat, ce qui ne favorise pas forcément une campagne. Reste que les grands électeurs de la France insoumise devraient massivement se reporter sur le PCF. Est-ce qu'on peut faire un point à présent sur les figures qui jouent leur survie ici au Sénat? Il y a d'abord Pierre Laurent, le secrétaire national du PCF que l'on a entendu tout à l'heure, est le candidat de Paris. Il est tête de liste dans la capitale, tout comme la présidente du groupe communiste Éliane Assassi, qui est elle chef de file de Seine-Saint-Denis. Il y a également dans le Val-de-Marne Christian Favier qui renonce à l'élection en raison de la loi sur le non-cumul des mandats. Il préfère rester président du département du Val-de-Marne et c'est la sénatrice Laurence Cohen qui est elle chef de file. Notez enfin que dans l'Isère, où la sénatrice Annie David va passer la main, c'est Guillaume Gontard qui va reprendre le flambeau, un inconnu jusqu'ici, le maire du Percy, qui lui n'est pas communiste et qui va être tête d'une liste qui mélange ELV, sympathisants de Benoît Hamon et aussi, bien sûr, quelques communistes. Merci beaucoup Tam et on vous retrouvera tout au long de la semaine pour faire le point sur les enjeux politiques de ces élections sénatoriales. Et puis je vous propose d'ailleurs d'écouter, puisque nous vous en parlions hier, Christophe Castaner, porte-parole du gouvernement, c'est aussi le secrétaire d'État en charge des relations avec le Parlement. Vous allez l'entendre, plus les jours passent, plus le parti majoritaire revoit ses ambitions à la baisse en matière de sénatoriale. On l'écoute. François Patriat, qui est le président du groupe La République En Marche à l'Assemblée, parle d'une dizaine de gains possibles de postes. Mais vous savez, l'électorat qui vote pour les élections sénatoriales, c'est un électorat qui a été choisi, élu, à un moment où La République En Marche n'existait pas. Donc nous ne pensons pas qu'il y aura un raz-de-marée en faveur de La République En Marche au Sénat. Et je ne pense pas qu'il y ait de révolution de palais au Palais du Luxembourg. Vous n'aurez pas la majorité des 3/5, si on vous entend bien, pour des réformes constitutionnelles, par exemple la réduction du nombre de parlementaires. Vous allez passer par le référendum sur une mesure de ce genre? Le président de la République a été clair à Versailles, quand il a réuni le Congrès. Il a donné un an aux présidents des chambres pour moderniser leur institution en lien avec la garde des Sceaux. Et il a dit que si jamais il y avait une sorte de blocage, peut-être même de conservatisme, mais il n'a pas dit ainsi, il serait prêt à aller devant les Français par référendum. Et conséquence, le Parti socialiste pourrait rester le deuxième groupe parlementaire derrière les LR. Alors pour en parler, on retrouve tout de suite Saveria Rojek, toujours en direct de la salle des conférences du Sénat. Vous êtes avec la sénatrice socialiste de Paris, Marie-Noëlle Lienemann, c'est à vous. Bonjour Marie-Noëlle Lienemann. Bonjour. Voilà, on vient donc d'entendre Christophe Castaner, pas de raz-de-marée, La République En Marche au Sénat visiblement pour ces sénatoriales. Vous êtes rassuré, le Parti socialiste va rester la deuxième force politique du Sénat ?
En tout cas, je le souhaite. Je crois que c'est moins d'être rassuré que d'être lucide sur le fait que les masques tombent, que la politique d'Emmanuel Macron commence à être plus lisible pour nos concitoyens et notamment les élus locaux, qui a quand même, on a une succession de mesures, baisse des dotations, suppression des contrats aidés, l'APL, dont on voit bien que ça va faire des impayés de loyer, des difficultés. Bref, on a une politique que certains élus de gauche pouvaient croire être social-démocrate, qu'il est absolument pas, qui est classiquement libéral et de droite. Tout à l'heure, Emmanuel Macron s'est voulu rassurant devant les préfets, pas de baisse brutale des dotations aux collectivités, a-t-il promis. Ah mais c'est jamais brutal, c'est toujours bien enrobé, c'est toujours poli, bien propre sur soi, mais les réalités, elles sont celles-là. Et les collectivités locales ne regardent pas au jour le jour. Elles regardent dans la séquence un peu longue, et elles voient bien que les dotations dans une séquence un peu longue, ça veut dire des prestations en moins et des services publics affaiblis. Ça veut dire aussi des investissements publics dont on sait par ailleurs qu'ils jouent un rôle important dans notre économie nationale, notamment dans les territoires qui sont, disons, moins métropolitains. Vous avez le sentiment que le Parti socialiste, pour ces sénatoriales, va profiter justement du mécontentement des Français, en particulier des élus locaux, face justement à cette baisse des dotations à la fin des contrats aidés? Ça va jouer dans le scrutin? Je crois que ça va jouer, et je crois que le Parti socialiste doit tenir un discours de clarté. Le Parti socialiste doit montrer à quel point des choix qui sont faits, il les conteste et il les condamne. De ce point de vue, on ne peut pas dire les textes qu'on écrit et les déclarations que le parti fait sont claires de ce point de vue. Néanmoins, dans l'opinion publique et parfois même chez nos élus, les choses sont parfois peu comprises, en tout cas apparaissent illisibles au regard de certaines divisions, et je crois que le Bureau national d'hier a, lui, bien remis les choses, les pendules à l'heure, si je puis dire. Pourtant, justement, cette décision hier, on a plutôt parlé de position ambiguë, en particulier sur la loi travail, position ambiguë du Parti socialiste sur les manifestations du 12 septembre. Vous ne trouvez pas que c'est ambigu? Pour le coup, vous savez... Ni appel à manifester, ni soutien aux manifestants. Si, soutien à toutes les manifestations. Je voudrais dire que vous me connaissez, je ne suis pas dans le genre à préserver mon parti. Non, le Parti socialiste a toujours été soucieux de l'indépendance syndicale. À partir du moment où c'est une manifestation qui ne rassemble pas tous les syndicats ou un très grand nombre de syndicats, c'est toujours difficile pour un parti comme le nôtre d'être disons, co-organisateur ou bon. Qu'est-ce que dit le Parti socialiste? Il dit qu'il soutient toutes les mobilisations qui vont contester la loi travail, et en particulier les mobilisations syndicales. Ça veut dire qu'on apporte un soutien à toutes les mobilisations, dont celle du 12, et que nos adhérents, notamment ceux qui sont proches de la CGT ou ceux qui voudraient y aller, sont plutôt incités à y aller. Mais le Parti socialiste reste un parti d'indépendance syndicale, et ce sujet n'est pas récent, n'est pas lié à la période actuelle. C'est assez classique. Très rapidement, est-ce que ces manifestations, est-ce que cette mobilisation n'arrive pas trop tard? Les ordonnances vont être publiées au journal officiel d'ici la fin du mois. Il n'est pas trop tard désormais? De toute façon, tout a été fait pour que pendant l'été, tout passe et évite la mobilisation sociale. Non. Je rappelle que, il faut qu'elle soit ratifiée une deuxième fois par le Parlement. 2, on a eu des tas d'expériences historiques où des choses qui étaient validées ont finalement été remises en cause parce que l'expression du peuple a été vigoureuse. Donc moi, je crois qu'il y a les mobilisations, mais il y a aussi un front de mobilisation à faire. Vous savez, moi je trouve que la suppression des contrats aidés, ça va mettre des gens dans un embarras terrible et ça va réduire nos services. Qu'on réfléchisse sur l'avenir était peut-être opportun, moi j'ai des doutes, mais c'était possible. Supprimer par exemple, ça il faut s'opposer. Très bien, merci beaucoup. Merci Marie-Noëlle Lienemann d'avoir répondu aux questions. Merci. Merci à vous, Saveria. Et puis en bref, le député MJ Delgrave démissionne de La République En Marche. Une annonce faite après son altercation avec un cadre du PS qui lui vaut d'être mis en examen pour violence volontaire avec arme. On en vient à présent à cette annonce par le gouvernement qui a dévoilé son plan pour remplacer le régime social des indépendants, le RSI, un dispositif qui faisait l'unanimité contre lui. Il sera bel et bien supprimé au 1er janvier 2018. Explication Quentin Calmy. C'est une nouvelle donne annoncée ce matin pour les 2,8 millions d'indépendants en France. La réforme d'un statut jugé trop complexe, inadapté. Entre les appels de cotisation au montant incompréhensible, entre les retraites payées avec retard, entre les interventions d'huissiers, beaucoup d'entre vous ont ressenti un grand agacement et certains ont parfois vécu un calvaire.
Un nouveau départ donc pour ce régime qui à partir du 1er janvier prochain sera progressivement adossé au régime général, avec pour ses artisans, commerçants et indépendants une gouvernance et une gestion autonome. La réponse à des années de fronde des indépendants, comme ici en 2015 où ils tiraient la sonnette d'alarme. Autre annonce majeure, la diminution des cotisations sociales, que ce soit famille et maladie. Une baisse qui doit permettre des gains de pouvoir d'achat au-delà de la compensation de la hausse de la CSG. Dans les chiffres donnés par le gouvernement, un indépendant au SMIC gagnerait ainsi 270 € par an en plus. Pour un indépendant à 2400 €, ce chiffre grimpe à 550 €. Ce coup de pouce sera visible dès les premiers acomptes, puisque ça se passe par acompte s'agissant des indépendants, dès les premiers acomptes, à partir du milieu de l'année 2018. Enfin, les auto-entrepreneurs ou micro-entrepreneurs bénéficieront d'un doublement des plafonds pour profiter d'une fiscalité avantageuse. Une semaine après la présentation des ordonnances, une deuxième série d'annonces avec comme ambition de transformer l'économie française. Ces annonces satisfont-elles les indépendants? Vont-elles assez loin? Quel impact sur la croissance et l'emploi? C'est le thème de notre premier débat. Et on ouvre donc le premier débat de Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. Marc Sanchez, bonjour. Vous êtes le secrétaire général du SDI, c'est le syndicat des indépendants. Vous allez nous dire comment vous accueillez ces mesures faites annoncées ce matin par le gouvernement. Michel Chassan est également sur ce plateau. Bonsoir. Vous êtes président de l'UNAPL, c'est l'Union nationale des professions libérales. Merci d'être avec nous. François Patriat est également sur ce plateau, président du groupe La République En Marche au Sénat, sénateur de la Côte d'Or. Merci d'être avec nous. Et j'ai le plaisir d'accueillir Aymar de Dieu-le-Veut, bonsoir. Vous êtes représentant de l'UPSME, c'est l'Union professionnelle au service de la micro-entreprise. Première question pour vous, Marc Sanchez, avant de vous demander si vous êtes plutôt satisfait du dispositif annoncé ce matin par le gouvernement. Pourquoi le RSI était-il aussi contesté? Écoutez, il y a à peu près une dizaine d'années que le RSI existe et ça fait une dizaine d'années que beaucoup d'indépendants ont des problématiques somme toute assez colossales sur le fonctionnement de cette entité qui était au départ constituée plus souvent pour pouvoir les aider et les assister sur leurs complémentaires retraite et maladie. Et malheureusement, pour des raisons notamment de précipitation dans la mise en place, etc., le RSI n'a jamais fonctionné. Encore aujourd'hui, plusieurs réformes ont été mises en place et on constate effectivement qu'il y a toujours des dysfonctionnements, que ce soit dans le calcul des cotisations, dans la délivrance aussi des cartes vitales pour certains indépendants. C'est des éléments que nous, on constate encore tous les jours auprès de nos adhérents. Donc il était effectivement impératif, comme le président de la République s'était engagé, effectivement que le RSI soit supprimé et qu'on parte effectivement sur des bases nouvelles aujourd'hui, s'agissant notamment de la retraite et de la maladie des travailleurs indépendants. Ouais, ça va fonctionner, on le disait, il y aura une période transitoire de 2 ans pour cette mise en place. Vous êtes plutôt confiant? Tous ces bugs informatiques, c'est fini, c'est derrière vous? Alors, est-ce que c'est derrière? Je ne lis pas dans le mar de café, donc je ne pourrais pas vous dire. J'espère effectivement que le temps pris par le gouvernement, c'est-à-dire cette période de 2 ans de transition, permettra effectivement de poser bien évidemment l'ensemble des problématiques sur la table et de pouvoir y remédier. Donc nous y contribuerons au niveau du SDI, mais effectivement, rien n'est acquis. L'essentiel, c'était aujourd'hui de la part du président de la République et du Premier ministre de donner un message fort. Je pense qu'il a été donné sur ce sujet au niveau des travailleurs indépendants. Maintenant, effectivement, reste tout à faire et il y a un vrai travail effectivement de concertation et de proposition qui va notamment être mis en place par la mission Georgie, dont le rapport doit être rendu à la fin du mois, et ensuite dans le débat qui sera notamment mis en place par la discussion du projet de loi de finances sur la sécurité sociale au mois d'octobre. Ouais. Quelle est votre réaction, Michel Chassan? Est-ce que vous accueillez plutôt favorablement ces annonces du gouvernement? Écoutez, bien sûr qu'on accueille d'abord favorablement qu'enfin le gouvernement se préoccupe des petits, c'est-à-dire des entreprises de taille très petite, voire moyenne. C'était le cas la semaine dernière pour tout ce qui touche au dialogue social avec nos salariés. C'est le cas cette fois-ci pour les entrepreneurs eux-mêmes, pour les professionnels indépendants eux-mêmes. Alors, est-ce que la suppression du RSI va rendre demain les indépendants heureux? C'est un peu court. Ce qui va les rendre heureux, c'est qu'on supprime tous les bugs qui, aujourd'hui, font que ça fonctionne mal. Et ce qu'ils veulent et ce qu'ils attendent, c'est de garder un régime spécifique, parce qu'on n'est pas des salariés, on est des indépendants, et donc on a des spécificités qu'il faut respecter. Et ce qu'ils attendent, c'est d'avoir un système qui les rembourse correctement, qui assure correctement la gestion de leur retraite, tout ceci avec des cotisations qui sont soutenables. N'oublions pas que les cotisations, en particulier pour la maladie, sont inférieures de 30 à 40% au RSI,
qu'au régime général. Donc il ne faudrait évidemment pas qu'il y ait dans le même temps une augmentation exponentielle des cotisations. Ça ne sera pas le cas initialement, parce que ceci était prévu aujourd'hui dans ce que nous a présenté le Premier ministre. Mais qui nous dit de ce que sera fait demain? On verra. Est-ce qu'il n'y aura pas une tendance à faire en sorte qu'on harmonise les cotisations au sein d'un régime où les prestations sont quand même assez voisines entre les salariés et les indépendants? Donc, en clair, nous sommes satisfaits qu'on se préoccupe des problèmes qui sont les nôtres. Incontestablement, il fallait faire quelque chose au niveau du RSI. La marque est littéralement plombée. Il fallait donc carboniser, je dirais même, et il fallait donc en inventer une autre. Et le fait que ce soit rattaché au régime général, enfin, ne nous pose pas de problème particulier pour peu qu'on garde une certaine indépendance. Peut-être la réponse justement de François Patria. Est-ce que vous pouvez rassurer Michel Chassan? Est-ce que la spécificité des indépendants sera toujours reconnue? Et est-ce que, il n'y aura pas d'autres cotisations qui seront... J'étais ce matin avec le Premier ministre à Dijon. On a rencontré d'abord des indépendants, des jeunes créateurs d'entreprises, des boulangers, coiffeurs, d'autres personnes, des électriciens. Puis ensuite, on est allé à la Chambre des métiers. Je dois vous dire que ce matin, toutes les personnes que j'ai rencontrées m'ont dit combien elles appréciaient les mesures que prend le gouvernement qu'il faut reprendre dans sa globalité. Le RSI, ce n'est pas une découverte aujourd'hui. Il y en a qui peuvent s'en offusquer, mais c'était dans le programme d'Emmanuel Macron. Les Français ont voté noir sur blanc, ils savaient en connaissance de cause. C'était pas le seul candidat à la présidentielle à élisant le chef de l'État, d'abord il y aurait les ordonnances, ensuite il y aurait le RSI. Le RSI, il y a avec ce matin annoncé pour les indépendants des mesures de simplification. Il y a des mesures d'exonération. Il y a des mesures de baisse de charges qui sont annoncées. Tout ça globalement, et on y a ajouté ce matin, ce qui est important pour les indépendants, c'est la formation, et l'apprentissage en particulier, qui ne sera pas l'oublié de l'ensemble de cette réforme. Donc, moi, je sais, quand je vais voir tous les commerçants de mon village, j'habite à la campagne, dans une petite ville de 1600 habitants à côté, et que je vois les commerçants, que je vois mon réparateur de vélo. Il me dit, François, je t'en supplie, supprime le RSI, sinon je vais arrêter, je vais mourir. Donc, je vous dis ça pour plaisanter, bien entendu, parce que c'est le cri de tous les petits commerçants indépendants que j'ai entendu. Donc, je pense que là, c'est un engagement tenu. Et quand on dit que les 3 premiers mois d'Emmanuel Macron, j'entendais Marine Le Pen à l'instant s'exprimer, je trouve que justement, ce gouvernement, en 100 jours, a déjà fait 3 lois votées au Sénat. Il s'engage avec une méthode qui est appréciée dans le dialogue social aujourd'hui. Il s'attaque à des chantiers importants, les retraites, le chômage, le logement pour demain, et la formation. Ça me paraît être aujourd'hui un gouvernement qui travaille, qui tient ses engagements, et tout ça a une cohérence de transformation. Alors, si on revient aux annonces de ce matin, Aymar de Dieuleveux, il y a aussi effectivement des annonces concernant les micro-entrepreneurs. Vous, comment avez-vous accueilli ces nouvelles dispositions? Très favorablement. Il y a beaucoup de propositions qui sont dans un axe de simplification et qui rejoignent le fameux parcours de croissance évoqué par le député Laurent Grandguillaume il y a déjà plusieurs années. Donc pour les micros, il y a beaucoup de choses très très positives. Évidemment, il faudra des précisions dans les textes sur pas mal de points, mais c'est très positif. Et concernant le RSI, c'est sûr, il faudra voir comment c'est récupéré, puisque si c'est le même logiciel informatique qui est utilisé, qui soit utilisé par l'URSSAF ou par des nouvelles personnes, ça ne changera pas grand-chose, qu'on sait qu'il y a des problèmes informatiques à l'intérieur. Donc c'est pour ça que je pense que le délai a été aussi rallongé, ce qui me paraît être une très bonne chose, bien plus pragmatique que ce qui avait été annoncé initialement. Pour avoir un tout petit peu travaillé avec le RSI récemment, nous on a vu qu'ils avaient quand même beaucoup bossé, fait énormément de progrès. On s'était longtemps entretenu avec Éric Lebon et il y avait beaucoup de positifs. Donc ce serait dommage de perdre aussi cette dynamique qui était très bien, mais probablement que ce travail pourrait être récupéré, quelle que soit l'entité qui gère à ce moment-là les cotisations sociales des indépendants. Mais sinon, on est très, très satisfait. Ouais. Marc Sanchez, on a beaucoup entendu au moment justement des manifestations pour la suppression du RSI, les indépendants dire, chez nous, il y a beaucoup de travailleurs pauvres. Est-ce que ça va changer aussi avec la suppression de ce dispositif? Je ne pense pas que ça change, puisque le niveau finalement de rémunération est lié à l'activité de l'entreprise. Ce qu'il faut bien considérer, notamment dans les mesures qui ont été annoncées par le Premier ministre aujourd'hui, notamment concernant l'augmentation de la CSG, c'est qu'il y a quand même aujourd'hui à peu près 40% d'indépendants qui ne gagnent pas le niveau du SMIC. Donc effectivement,
l'augmentation de charges qui est prévue à travers l'augmentation de la CSG aura peut-être pas l'impact que le Premier ministre a annoncé, c'est-à-dire à peu près pour un indépendant qui gagne le SMIC de l'ordre de 270 € à peu près par an. Ce qu'il faut voir aussi sur cet aspect-là, c'est tout l'aspect fiscal. Aujourd'hui, les indépendants sont assujettis pour une grande partie d'entre eux sur l'impôt sur le revenu notamment, et qu'effectivement le travail qui a été fait à la fois pour les salariés, à la fois pour les chefs d'entreprise, notamment ceux qui sont soumis à l'impôt sur les sociétés, laisse quand même un certain vide, on va dire, aujourd'hui, s'agissant des charges sur les travailleurs indépendants. Donc on attend effectivement que les choses s'améliorent, qu'il y ait des discussions qui soient lancées sur l'aspect fiscal. À cet effet, d'ailleurs, nous avons rencontré Bruno Le Maire, justement, sur ce sujet dans le courant du mois de septembre, pour lui faire part de nos propositions. Mais il est bien évident qu'il faut tenir compte qu'aujourd'hui, les indépendants, ça reste quand même une force économique. Je pense que le gouvernement a bien pris conscience de cet élément. C'est pour ça que la symbolique de suppression du RSI reste effectivement aussi un message clair de la part du gouvernement et du président de la République, dans le cadre effectivement du respect des promesses qui ont été faites, et qu'à partir de là, tout démarre. Tout démarre sur la protection sociale des indépendants, tout doit démarrer aussi sur la fiscalité liée aux indépendants aujourd'hui, et effectivement le développement de l'entreprise, qu'elle soit micro et qu'elle aille après vers une constitution. On parle souvent des PME allemandes, en disant il faut qu'on ait des PME allemandes. Il faut savoir que la PME allemande, avant effectivement qu'elle devienne une PME et qu'elle soit allemande, elle a démarré en tant que micro-entreprise. Donc il faut qu'on puisse effectivement donner la chance aux entrepreneurs aujourd'hui de pouvoir évoluer dans un système qui soit sécurisé, dans un système qui leur permette de s'occuper uniquement du développement de leur entreprise. Et effectivement, à travers ça, on pourra développer des parcours professionnels et des parcours de développement qui seront cohérents. Donc aujourd'hui, effectivement, on est dans cette dynamique et nous espérons, en tout cas, qu'on va continuer à l'activer. Michel Chassan, elle est là, cette dynamique en faveur du pouvoir d'achat. Ça crée un climat favorable à la création d'entreprises. Ça va pousser des gens à se lancer, selon vous ? Non, mais on est effectivement satisfait qu'il y ait des mesures, d'ailleurs, qui favorisent la création d'entreprises, la reprise d'entreprises. Dieu sait que c'est difficile, les reprises d'entreprises. Donc, tout ça, évidemment, va dans le bon sens. Ceci étant dit, il va falloir les financer. C'est quand même un autre sujet. Et c'est souvent la collectivité des autres entreprises qui va financer tout ça. Mais c'est quand même heureux qu'on ait... trouver des mesures compensatoires vis-à-vis de l'augmentation qui va intervenir dès le 1er janvier sur la CSG. La CSG va augmenter d'1,7 point. Il est donc parfaitement légitime qu'il y ait en miroir pour les indépendants une compensation de la même façon qu'il y en a une pour les salariés. C'est quand même heureux. Est-ce que ce qui a été trouvé comme mécanisme est le bon ? On verra. Il sera compliqué quand même, parce que c'est quand même une petite usine à gaz, c'est facile pour l'allocation familiale, c'est un peu plus compliqué pour la maladie, parce qu'il y a une proportionnalité jusqu'à un plafond. Enfin bref, on va voir tout ça. Il faut aussi que les mesures soient vraiment très lisibles. Mais je comprends la complexité de mise en œuvre de tout ça, parce qu'un indépendant n'est pas comparable à un salarié. Mais néanmoins, je pense que ça va tout à fait dans le bon sens. Alors il y a d'autres étapes. Il y a la transformation du CICE en une baisse de charges pérenne. On va voir, parce que c'est la prochaine étape. On a plein de réformes sur le plan fiscal qui vont mettre en œuvre. Il y a par exemple le fait que l'assiette des cotisations. Est-ce qu'on va continuer à considérer pour un indépendant qui est à l'impôt sur le revenu, qui n'est pas en société, est-ce qu'on va considérer et continuer de dire son revenu, eh bien, c'est le bénéfice de l'entreprise ? Non. Son revenu, c'est ce qu'il tire lui-même de l'entreprise, ce qu'il laisse au sein de l'entreprise pour investir ou ailleurs. Il n'y a aucune raison que ce soit taxable ou que ce soit une base de cotisation. Ça, c'est un vrai sujet. Donc on discutera de tous ces sujets, mais une chose après l'autre. Peut-être votre réponse, François Patria, notamment sur la question du financement qui a été soulevée par Michel Chassan. Moi, je voudrais replacer globalement dans les positions des Français. J'entends aujourd'hui des critiques de toutes parts, ceux qui voudraient que le gouvernement échoue. Alors, il y a ceux qui voudraient qu'on ne change rien, et ceux qui voudraient que ce soit le grand soir, la grande révolution, fiscale, sociale. Bon, cette grande révolution, elle n'interviendra pas maintenant. Et j'ai eu Laurent Grand-Guillaume ce matin, par un message qui me dit qu'il approuvait ces méthodes. Il a beaucoup travaillé dessus à l'Assemblée nationale. Je crois que ces mesures, d'abord, elles sont significatives. Elles marquent un cap volontaire d'aider les 3 millions et quelques entreprises en France qui sont celles qui créent 55% des salariés. Pour qui, aujourd'hui, le code électoral n'était plus adapté, il est adapté aux grandes entreprises. Et quand aujourd'hui, le gouvernement
propose à la fois des baisses de charges, mais aussi des hausses de cotisations par ailleurs. Je crois qu'il a fait la part des choses en voyant ceux qui sont directement impactés, on voit bien aujourd'hui, et puis ceux qui auront besoin d'avoir des compensations. Le choix qui est fait est peut-être pas simple, c'est vrai, mais rien n'est simple en matière sociale et fiscale. Et je trouve qu'il y a quand même une lisibilité, en tout cas j'ai entendu ce matin le Premier ministre, dans ce qui est annoncé, et ça m'avait l'air compréhensible et compris par l'ensemble des indépendants qui étaient autour de moi. Est-ce qu'il y aura aussi bien peut-être une continuité, on le disait, pour un indépendant qui redevient salarié et puis un salarié qui deviendrait indépendant? Ça, c'est une inquiétude, François Patriat. Ça c'est prévu dans tout ce que dit Emmanuel Macron depuis qu'il est au gouvernement, et depuis qu'il est en campagne, qu'il était au gouvernement avant. Il dit aujourd'hui que dans la vie, on change toujours. Et qu'il faut pouvoir changer. Et pour ce faire, il faut effectivement des régimes adaptés, souples, on peut passer d'un régime à un autre, et puis surtout, il faut la formation au milieu, parce que c'est la formation qui remplacera demain les emplois aidés. Ouais. Michel Chasson est peut-être... Ce qui aujourd'hui change et bouleverse le monde du travail, c'est finalement les parcours linéaires deviennent les plus rares. En fait, on alterne des périodes de salariat, des périodes d'entreprise, on est indépendant, voire même on cumule les deux. Il y a beaucoup de gens qui cumulent à la fois un salaire et en même temps ont une activité indépendante complémentaire. Et donc, il est bien de pouvoir adapter notre modèle social précisément à cette évolution majeure. C'est aujourd'hui vrai pour tout ce qui est social, ce sera demain vrai pour l'assurance chômage, notamment. On va en discuter. La retraite. Évidemment, lorsqu'il s'agit d'harmoniser les retraites, c'est de tenir compte de cette spécificité, que les gens ne sont plus, depuis la date de l'installation jusqu'à la retraite, indépendants ou salariés. Ils alternent les périodes en fonction de l'évolution du marché et en fonction de l'évolution de leur propre vie. Marc Sanchez ? Oui, juste deux axes en fait par rapport à ce qui a été dit. Aujourd'hui, un travailleur indépendant, effectivement, a un multi-parcours dans 42 ans de travail. Vous pouvez être salarié, vous pouvez être chef d'entreprise, micro-entrepreneur, redevenir salarié, etc. Donc, le rattachement au régime général ou l'adossement permet effectivement d'avoir une unicité à travers différents parcours et différents statuts. Ça, c'est quelque chose qui est très positif. Et effectivement, que ce soit dans le calcul des retraites notamment, voire dans les complémentaires, c'est un point, je dirais, une vraie avancée. Le deuxième élément qu'il faut prendre en considération, c'est qu'aujourd'hui, les travailleurs indépendants ont besoin de plus de sécurisation et sont demandeurs, par ailleurs, effectivement, d'une meilleure protection. Il faut qu'ils en aient la possibilité. Le régime général ou le rattachement peut l'apporter à partir du moment où ils ont le choix. On a fait une enquête au mois de février avec OpinionWay et on a constaté effectivement qu'il y avait quand même 40% des travailleurs indépendants qui étaient prêts à payer plus de cotisations pour avoir une meilleure protection, que ce soit en termes de retraite ou en termes de maladie. Donc sur ces aspects-là, le montant des cotisations dont vous parliez tout à l'heure, à partir du moment où au-delà du tronc commun est à la carte, est quelque chose de relativement positif vis-à-vis des travailleurs indépendants, au point même qu'il y a beaucoup d'indépendants aujourd'hui qui choisissent le statut de salarié de leur propre entreprise, justement pour pouvoir bénéficier d'une meilleure protection. Donc je pense que tous ces paramètres-là, il faut les intégrer, et à partir de là, effectivement, qu'il y ait une vraie discussion, une vraie réflexion. Ce qu'avait fait d'ailleurs Laurent Grandguillaume dans sa mission sur l'entrepreneuriat individuel en 2012, et à laquelle on avait participé, et qui allait dans cette logique-là. Donc c'est plutôt une bonne chose. Un mot sur ce climat que le gouvernement veut mettre en place en faveur des créations d'entreprises. Vous ressentez les effets? Ça va prendre combien de temps selon vous, Aymar de Dieuleveux? Alors, en termes de temps, je ne sais pas. Maintenant, pour rebondir sur la question que vous posiez initialement sur est-ce que ça va inciter à la création d'entreprises, c'est sûr qu'il y a la symbolique que vous avez évoquée du RSI qui, malheureusement, a atteint un peu le stade de non-retour pour faire plaisir aux gens. Maintenant, je pense que dans les annonces de ce matin, il y a une... C'est pas plaisir, hein. Il y en a qui ne sont pas dans le plaisir, je peux vous garantir. Pour les rassurer dans la création. Oui, d'accord. Mais il y a eu beaucoup de progrès. Oui, c'est vrai, il y a beaucoup de progrès. Il y a des gens qui travaillent au RSI, il y a du personnel. Mais c'est pas la question. La question n'est pas de dénigrer le RSI, c'est de faire un état des lieux. Et l'état des lieux, très clairement, à aujourd'hui, il n'est pas positif. Il y a eu des avancées vraisemblablement. On en a tous eu compte. Il y a eu des rapports qui ont été faits, la Cour des comptes, le rapport Bulto-Verdier, etc. Il n'empêche que aujourd'hui, il y a encore des dysfonctionnements. Oui, bien sûr. Non, mais vous avez raison, c'est juste sur l'aspect symbolique que le RSI représente aujourd'hui. En parallèle, je trouve que les annonces de ce matin envoient un message très fort et justement une sorte de symbolique aussi qui est peut-être pas encore très rationnelle, puisqu'on attend encore de savoir comment ça va se passer et des précisions. Mais néanmoins, des annonces sur l'ACF, sur des exonérations sociales, sur potentiellement des indemnités chômage, sur une harmonisation des indemnités maternité. On ne sait pas encore comment ça va être fait, on ne sait pas combien de temps ça va prendre et effectivement comment ça va être financé.
Néanmoins, là, il y a quelque chose de très fort qui est envoyé au micro qui aimerait se lancer, au créateur, pas forcément au micro, qui aimerait se lancer, parce que évidemment, on peut parler des cotisations, de la façon dont les indépendants sont traités, mais c'est important aussi de se dire qu'on peut relancer ou lancer vraiment l'entrepreneuriat individuel aujourd'hui, peut-être grâce à ces mesures, puisque ça va énormément rassurer les gens. Et pourtant, François Patriat, on a vu aussi certaines critiques poindre sur un risque de concurrence déloyale avec ce doublement des plafonds pour les micro-entrepreneurs. Que répondez-vous à ces critiques? Il est là, ce risque, effectivement? Le débat avec l'auto-entrepreneur, il n'est pas d'aujourd'hui. Une partie des professionnels, des artisans, considèrent qu'il y a pour certains types de métiers des concurrences déloyales par ailleurs. Il reste qu'aujourd'hui, l'expérience des auto-entrepreneurs, je peux dire, elle est quand même positive. Positive parce qu'elle a incité beaucoup de gens à soit avoir un travail à côté, comme vous le dites, soit se relancer dans l'opération, et que le principe est bon. Après, il y a un système de garde-fous à mettre, qui ont déjà été mis par des précédents gouvernements, qui avancent aujourd'hui. Mais le fait de pouvoir doubler, parce qu'il y a des chiffres qui étaient insignifiants, qui ne voulaient rien dire. Ça voulait dire quoi aujourd'hui? 30 000 euros ou quelques milliers d'euros, ça ne voulait rien dire. Donc maintenant, dans le commerce, quand on fait des affaires dans le commerce, de monter au plafond de 160 000 me paraît logique dans la matière. Bon, le fait d'avoir doublé les plafonds pour accéder donc au régime simplifié, en fait, au régime forfaitaire et fiscal et social, est une bonne chose. Et c'est d'autant plus une bonne chose que le gouvernement, dans sa grande sagesse, a dissocié ce sujet de la TVA et du montant de la TVA. Parce que ce qui crée l'iniquité entre les professionnels, c'est précisément entre ceux qui sont assujettis à la TVA et ceux qui ne le sont pas. On voit bien qu'ils délivrent des prestations qui ont quand même un différentiel de 20%. Et donc c'est là où ça crée une concurrence déloyale. Mais ce qui a été adopté ce matin et ce qui a été annoncé, précisément, n'augmente pas et ne bouge pas les plafonds pour le choix de la TVA. Et ça, c'est fondamental. Je suis d'accord avec vous. Néanmoins, il y a peut-être justement là-dessus un risque de complexification pour le micro qui cherche la simplicité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un micro-entrepreneur se définit par un régime micro-social et un régime micro-fiscal. Dès lors qu'il va être assujetti à la TVA et qu'il sort du fameux article 293B du Code général des impôts, il est plus micro-fiscal. Donc ça ne veut pas dire que c'est pas possible de le mettre en place. Simplement, il faudra probablement redéfinir un peu les termes ou simplement remodifier certains articles. Sinon, le principe même du micro-entrepreneur n'est plus un micro-entrepreneur à partir du moment où il dépasse ses fameux 32, son fameux plafond de base de 32 000. On va rajouter de la complexité. Sauf si sur la deuxième partie de son chiffre d'affaires, à ce moment-là, il est assujetti à la TVA, c'est-à-dire qu'il n'est plus en micro-fiscal. Est-ce qu'on considère qu'il est encore micro-entrepreneur? On bascule. Peut-être l'éclairage de Marc Sanchez sur ce point un peu technique pour les téléspectateurs. La problématique sur le sujet, c'est, vous parliez de simplification, mais effectivement, dès qu'il y aura déclaration de TVA, il y aura comptabilité. Enfin, exigence d'une comptabilité, en tout cas. C'est le cas aujourd'hui. Oui, tout à fait. Et effectivement aussi, la possibilité, donc qui dit comptabilité, permet d'accéder à d'autres choses quand même, à des crédits bancaires, des crédits fournisseurs. Donc ça permet une évolution aussi. Mais ce qu'il faut considérer au niveau de la micro et au niveau déclaratif, c'est, nous, on aurait été très satisfaits, par exemple, que l'exonération de TVA soit jusqu'à 160 000 euros. Parce qu'il y a beaucoup de commerçants, voire même d'artisans, exactement, qui auraient choisi le régime de la micro-entreprise. Mais donc, si vous voulez, on est vraiment là sur de la, comment dirais-je, on chipote sur le système. Il est bien évident qu'aujourd'hui, je pense que la mesure annoncée sur le doublement des plafonds veut permettre ou a pour objectif de lancer une dynamique créative, une dynamique effectivement pour que des individus puissent se lancer dans l'entrepreneuriat et effectivement une dynamique de simplification. Pour autant, sur l'aspect purement, on va dire, fiscal et sur la partie concurrence, alors, le débat auto-entrepreneur et artisan a quand même été largement discuté et négocié au cours de ces dernières années. Il est pas lancé là aujourd'hui, justement. Je dirais qu'il y a quand même aujourd'hui au niveau des ex-auto-entrepreneurs, il y a quand même des obligations déclaratives, il y a quand même une affiliation qui est faite au RSI aujourd'hui, enfin obligatoire, ce qui n'était pas le cas précédemment. Donc il y a quand même des éléments effectivement qui sont positifs et qui ont un petit peu calmé les choses. Le seul élément effectivement qui pose problème, et ce qu'a souligné tout à l'heure M. Chasson, c'est que c'est la problématique de la TVA, parce que sur la TVA, il y a effectivement une vraie concurrence qui peut être déloyale dans certains secteurs d'activité, notamment le bâtiment, et il faut effectivement être très vigilant sur cet aspect-là. Mais le doublement dans l'idée de se dire on va vers une simplification et on va vers une dynamique de création d'entreprise, ça relève de ce que j'expliquais tout à l'heure s'agissant du RSI, c'est un vrai message et je pense qu'il faut en tenir compte. François Patriat, ça sera peut-être le mot de la fin avec vous. Est-ce que le gouvernement a chiffré justement le nombre de créations d'emplois attendus après ces annonces? C'est un ensemble, on l'a rappelé, après les annonces. Je ne le souhaite pas, parce que chaque fois qu'on demande des chiffres,
on se met dans un guet-apens, dans une obligation qu'on vous rappelle toujours. Je crois que ce que veut changer aujourd'hui Emmanuel Macron dans le gouvernement, c'est l'état d'esprit. Redonner un regain de confiance à ceux qui entreprennent dans ce pays, leur permettre de le faire dans de meilleures conditions, et puis d'avoir envie de créer. Ce matin, vous savez, j'ai vu un monsieur qui avait 5 années de droit, qui travaillait dans le droit. Il s'est installé électricien il y a 1 an. Et il nous a expliqué sa problématique. Il a dit, moi, je vais former des apprentis. Et je vais créer 1, 2 ou voire 3 emplois demain. Ça veut dire qu'on a bien compris que cette facilitation. Ce matin, moi, j'étais assez ému par ce monsieur qui était très, très motivé. Faire du droit, être électricien après, ce qu'on évoquait tout à l'heure. Donc, chiffrer, ça ne voudrait rien dire aujourd'hui. Ce qu'on veut voir, hein, c'est l'objectif, vous savez quel est, bon, c'est qu'à la fin du mandat d'Emmanuel Macron, il n'y ait plus que 8% de chômeurs. C'est ça l'objectif. Et on le fera par tous les moyens. Mais rappelons une chose simple, quand j'entends parler des emplois aidés à longueur d'antenne, c'est pas avec de l'argent public qu'on fait de l'emploi. C'est avec des entreprises qu'on fait de l'emploi aujourd'hui. Et le meilleur moyen, c'est d'accompagner les entreprises pour qu'elles puissent le faire. Même si certaines collectivités en ont besoin, mais c'est un autre débat. François Patria. Nous adhérons à ce discours. Oui, Michel Chassan, vous êtes d'accord? Tout à fait. Évidemment, c'est les entreprises qui créent les emplois et ça n'est pas les subventions publiques qui créent les emplois. Au Payés contraire. par les impôts des gens qui ont déjà des difficultés. Absolument. Voilà. Soyons satisfaits, on est dans la même dynamique, c'est déjà ça. Vous avez vu une belle humanité autour du chef de l'État aujourd'hui? Pas souvent. Hein. On peut refaire encore. Hein. Peut-être pas sur les contrats aidés, mais ça ferait l'objet d'un autre débat. Avec plaisir, François Patria. Merci d'avoir participé à ce débat. Merci à vous, Aymar de Dieu-le-Veut. Merci Marc Sanchez. Merci Michel Chassan. On va d'ailleurs commenter une autre annonce d'Emmanuel Macron. Ce matin, c'était devant le corps préfectoral sur un autre sujet sensible qui concerne bien entendu le Sénat, c'est la baisse des dotations aux collectivités territoriales. Le chef de l'État a tenté de rassurer. Elle ne se fera pas brutalement. On l'écoute. En 2017, sur ce point, je veux être très clair, j'ai entendu là aussi des polémiques. Les engagements pris sont pleinement respectés. La régulation budgétaire annoncée par le Premier ministre a été conçue en partant sur des autorisations d'engagement et sur des crédits de paiement sur des projets d'investissement simplement décalés dans le temps afin que les collectivités locales ne soient pas affectées. Cette mécanique est parfaitement connue. Et c'est une mauvaise polémique que certains ont voulu faire sur la parole de l'État et les régulations budgétaires infra-annuelles. Pour 2018, je l'assume pleinement et je vous le confirme aujourd'hui officiellement, je n'ai pas souhaité procéder à une baisse brutale des dotations qui s'inscrivent dans la droite ligne de 2017. Et même légèrement en hausse, les crédits d'aménagement du territoire, de politique de la ville et l'ensemble des dotations des collectivités seront maintenus. C'est un engagement pris, c'est donc un engagement tenu. Et je vous propose d'écouter la réaction d'Hervé Maurey, sénateur UDI, qui répondait tout à l'heure aux questions de Saveria Rojek. Bonjour Hervé Maurey. Bonjour. Alors Emmanuel Macron s'est voulu rassurant tout à l'heure quant à la baisse des collectivités. Pas de baisse brutale de la dotation, c'est ce qu'a dit le chef de l'État. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous êtes rassuré par cette déclaration? Écoutez, ce que j'observe, c'est que les collectivités et les élus locaux sont très inquiets parce que au cours des dernières semaines, il y a eu quand même un certain nombre de décisions très négatives pour les collectivités locales, que ce soit pour ne prendre que les dernières, la suppression de la réserve parlementaire qui pénalise quand même gravement les territoires ruraux et les petites communes, ou la suppression des contrats aidés qui est intervenue au cours de l'été, posant des vrais problèmes aux maires, notamment dans le cadre de la rentrée scolaire. Donc je comprends que le président de la République essaie de rassurer les élus parce qu'on a vraiment aujourd'hui une véritable inquiétude de leur part. Alors, nous sommes à 3 semaines maintenant des élections sénatoriales. Vous êtes en pleine campagne. Qu'est-ce que vous sentez sur le terrain? Vous sentez justement que les élus sont très remontés sur ce que vous venez de décrire, hein, ce dont vous venez de parler, la fin des contrats aidés, la suppression de la taxe d'habitation. Vous pensez que ça va se ressentir dans le scrutin? Oui, je crois que les élus, et notamment les élus des territoires ruraux, ont un sentiment qui ne date pas d'hier, d'ailleurs un sentiment d'abandon, le sentiment que l'on s'occupe très peu d'eux, que l'on s'occupe très peu de la ruralité. Vous savez bien qu'au Sénat, on essaie au contraire de faire en sorte qu'il en aille différemment, plus le contexte que vous rappelez de décisions qui ne vont pas dans le sens de mesures positives pour les collectivités locales. Il y a une véritable inquiétude et je pense effectivement qu'elle se manifestera lors du scrutin du 24 septembre. Alors, quels sont les objectifs de votre groupe, hein, des centristes, pour ces élections? Vous pensez conserver combien de sièges? Écoutez, c'est toujours très difficile de faire des prévisions, surtout en matière électorale. D'après les éléments dont on dispose, le groupe de l'Union centriste devrait plutôt sortir renforcé du scrutin du 24 septembre. Renforcé, c'est-à-dire? Vous avez un objectif chiffré?
Personnellement, je n'ai pas d'objectif chiffré. On espère bien sûr avoir le groupe le plus important possible, mais en tout cas, je pense qu'on a vocation à rester un groupe pivot, pour ne pas dire un groupe charnière, au sein de la majorité sénatoriale. Alors, la majorité sénatoriale, justement, plusieurs sénateurs des Républicains, votre collègue Fabienne Keller, tentent de former un groupe des constructifs au Sénat. Certains centristes, plusieurs centristes pourraient les rejoindre, c'est ce qu'on entend. Est-ce que vous craignez justement une hémorragie, ou alors est-ce que vous-même, vous seriez tenté de rejoindre un groupe des constructifs s'il était créé au Sénat? Vous savez, on entend beaucoup de choses et puis ce qu'on entend n'est pas forcément ensuite réalisé ni même mis en musique. Moi, ce que j'observe, c'est qu'il y a au sein du groupe de l'Union centriste une véritable volonté de rester unis, une véritable volonté d'avoir un groupe centriste important, avec ses différences, avec ses diversités. Et c'est plutôt ce que je ressens plutôt que le fait qu'il y aurait des départs vers un éventuel groupe dit constructif. Quelle sera la place des centristes au Sénat, justement, dans cette recomposition politique actuelle? Est-ce que le groupe sera plutôt un soutien ou un opposant à la majorité gouvernementale? D'abord, je ne suis pas certain qu'on aura une vraie recomposition à l'issue du scrutin du 24 septembre. Vous pensez que les équilibres vont rester les mêmes? Je pense que les équilibres devraient rester les mêmes. Je crois que le groupe En Marche revoit régulièrement ses ambitions à la baisse, qu'il ne sera sans doute pas aussi important qu'il l'aurait souhaité. Je pense et j'espère que nous conserverons une majorité sénatoriale qui pourra s'appuyer comme aujourd'hui, à la fois bien sûr sur les Républicains, mais aussi sur le groupe de l'Union centriste. Et nous avons la volonté bien sûr de prendre toute notre part dans cette majorité. Par rapport au gouvernement, on a eu une attitude plutôt ouverte. On a plusieurs fois soutenu le gouvernement. Et comme on a eu l'occasion de le dire au Premier ministre qui a reçu une délégation de notre groupe il y a quelques jours, on a parfois eu le sentiment de tendre la main sans que pour autant on nous la prenne. Très bien. Merci Hervé Moret d'avoir répondu à la question. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous, Saveria. Et puis cette information de notre journaliste François Vignal, Édouard Philippe recevra demain toutes les têtes de liste en marche aux élections sénatoriales. Plus d'informations à lire sur notre site internet publicsénat.fr. À quelques jours de l'examen par les députés du projet de loi antiterrorisme, Emmanuel Macron promet une évaluation de cette loi très contestée. Elle fige dans le droit commun des mesures exceptionnelles de l'état d'urgence. En juillet, lors de son adoption au Sénat, les parlementaires s'étaient prononcés pour une clause d'autodestruction. Julie Hulin. Un premier discours devant le corps préfectoral et une priorité absolue pour Emmanuel Macron, celle de la sécurité des Français. Administrer le pays, c'est d'abord assurer la sécurité de nos concitoyens pour préserver la cohésion sociale et promouvoir une société apaisée. Aujourd'hui, dans trop d'endroits du territoire, nos concitoyens ont peur. Premier élément, la lutte contre le terrorisme. Emmanuel Macron a ce matin précisé ses ambitions pour le projet de loi antiterroriste qui doit remplacer au 1er novembre le régime exceptionnel de l'état d'urgence. Un projet de loi qui sera évalué en 2020 par le Parlement. C'était une des revendications du Sénat. Certaines mesures pourront ainsi être supprimées et d'autres ajoutées. Concernant la radicalisation, le président français a annoncé la mise en place d'un plan national de la prévention de la radicalisation ainsi que le renforcement du renseignement pénitentiaire. Un élément important est aussi la lutte contre l'insécurité du quotidien. D'abord parce que ces deux sujets sont liés et qu'il y a un continuum qui existe aussi. Ensuite parce que c'est une attente de nos concitoyens indispensable. Emmanuel Macron confirme la mise en place d'une police de sécurité du quotidien accompagnée d'une réforme de la procédure pénale. Pour tenir ses engagements, il a choisi de faire de la sécurité intérieure une priorité budgétaire. En 2018, le budget du ministère de l'Intérieur augmentera de 7%, avec notamment, comme il s'y était engagé, la création de 10 000 emplois de policiers et gendarmes sur le quinquennat. Et on ouvre le second débat de Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. Esther Benbassa, bonsoir. Vous êtes sénatrice Europe Écologie Les Verts du Val-de-Marne. Vous êtes vice-présidente de la commission des lois ici au Sénat. Merci d'être avec nous. Vous êtes également auteur, on va en parler de ce rapport d'information, deux rapports d'information sur les politiques de déradicalisation. J'accueille également sur ce plateau Yves Lefebvre. Bonsoir. Vous êtes secrétaire général du syndicat Unité SGP Police Force Ouvrière. C'est le deuxième syndicat de la police nationale en France. Merci d'être avec nous. Et puis Philippe
Goujon, bonsoir. Vous êtes le maire LR du 15e arrondissement, ancien député de la 12e circonscription de Paris. Première question pour vous, Esther Benbassa, puisqu'on a vu ces annonces ce matin devant les préfets, c'est important, d'Emmanuel Macron. Évaluation de la loi en 2020. C'était finalement une demande des sénateurs. Ça va dans le bon sens, hein ? Nous avons demandé cette évaluation, mais je vais vous dire, cette loi, c'est la énième loi qui va encore rester inefficace. C'est l'état d'urgence entré dans le droit commun. L'état d'urgence actuellement, tous les spécialistes le disent, n'a pas de résultat positif puisque tous les derniers attentats n'ont rien. Même si dans 2 ans, certaines mesures qui sont jugées inutiles pourront être supprimées, c'est ce qu'a annoncé le chef de l'État. Probablement sous l'assignation. Bon, on verra. Il n'y a pas à être d'accord. Écoutez, moi, ce que j'ai lu aujourd'hui et entendu, c'est faire du nouveau avec de l'ancien. J'ai l'impression que c'est l'ère de Valls 2. On ouvre un centre de nouveau. On parle comme ça, très vaguement, du pénitentiaire. Oui, mais enfin, par exemple, je suis d'accord avec le renforcement du renseignement dans les lieux de détention. Chaque fois qu'on va, c'est une demande des personnes qui travaillent dans ces lieux de détention. Mais enfin, moi, je ne vois pas quelque chose de nouveau. Et en plus, il parle de ces modèles préfectoraux. Actuellement, nous nous sommes déplacés avec Madame Trondlet, avec qui j'ai fait les rapports. Nous sommes déplacés dans plusieurs préfectures. C'est vrai que, on a vu des exemples, mais ce n'est jamais évalué. Tout ce qu'on fait pour le terrorisme n'est jamais évalué. De Philippe Goujon. Justement, là, on est dans la démarche un peu inverse de la part du gouvernement. On met une loi en place, ça a été rappelé, et puis on ne s'interdit pas, d'ici 2020, de voir si toutes ces dispositions sont utiles. Sinon, elles pourraient être supprimées. Est-ce que vous saluez cette démarche ? Ce n'est pas une démarche innovante. Non. Depuis très longtemps, les lois sont évaluées, que ce soit à l'Assemblée, au Sénat, il y a des évaluations, des remises en question des dispositions de la loi. Tout ça est très formalisé. Donc il n'y a rien de nouveau. D'ailleurs, c'est ce qui me gêne un petit peu. Je partage au moins pour cette partie du constat, l'analyse de Mme Bassa, c'est que, il n'y a pas grand-chose dans ce qui a été annoncé. Je pense qu'il y a toujours un énorme décalage avec ce gouvernement et ce président entre la médiatisation colossale de nos politiques et puis sa réalité. Il n'y a absolument rien de neuf dans ce qui a été annoncé. Bon, c'est très bien, ok, c'est des mesurettes, mais je crois qu'on ne prend toujours pas la mesure, justement, la dimension en tout cas, du fait que soit nous sommes en état de guerre, soit la menace est imminente et à son plus haut niveau. Et à ce moment-là, il faut prendre des mesures beaucoup plus fortes afin de protéger nos concitoyens contre le terrorisme. Et c'est vrai, pas plus la loi sur l'état d'urgence que d'autres petites dispositions ne suffiront. Ne sont pas assez fortes ces mesures contenues justement dans la loi antiterroriste. Alors, sur le plan répressif, moi, je pense qu'effectivement, déjà, le fait de passer de l'état d'urgence à la nouvelle loi va affaiblir notre dispositif et qu'il faut aller beaucoup plus loin. Il y a un sujet aussi, et puis ce n'est pas que des dispositions législatives. Par exemple, on ne sait pas où on en est. Je suis très étonné de ce qui a été annoncé tout à l'heure. On ne sait pas où on est sur le plan budgétaire. Il y a quelques jours, nous en discutions à l'instant, il y a quelques jours, on nous disait 526 millions de moins sur le budget de l'intérieur, et là, on nous dit plus 7%. Alors, c'est en même temps... Voilà, d'augmentation. C'est en même temps moins et plus. Tout ça m'a l'air très... un petit peu très flou. Voilà, vous le dites, c'est de l'amateurisme. Si on revient dans un premier temps sur les mesures de l'état d'urgence, est-ce que la police en a vraiment besoin ou est-ce que si elles sont supprimées d'ici 3 ans parce qu'elles s'avèrent inutiles, ça va vous poser problème, vous, dans la lutte antiterroriste au quotidien ? Très clairement, les mesures aujourd'hui prises par l'état d'urgence sont nécessaires pour le travail de policier. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, je rejoins complètement M. Goujon, nous sommes en guerre contre le terrorisme. Alors j'entends ici et là qu'on nous parle parfois de déséquilibrer, mais entendons raison un peu, ce sont des problèmes, je dirais, de diffusion, de communication, je dirais, gouvernementale, médiatique dans ces cas-là. Ceci étant, aujourd'hui, on ne peut pas, nous, policiers, faire son état d'urgence. Alors, l'évaluation, dans 2 ans, 2 ans et demi, quasiment, certes, prévu dans la loi, mais on a eu constaté quand même, je me souviens d'un rendez-vous il y a quelques mois de ça, un peu plus d'1 an, avec Nicolas Sarkozy, où je lui avais dit, d'ailleurs à l'époque, je crois que M. Goujon était présent, je lui avais dit, la plus grande erreur que vous n'ayez jamais commise, c'est de supprimer les renseignements généraux. La preuve en était faite aujourd'hui, on arrive quand même en 2017,
bien longtemps après que ça ait été supprimé. Et aujourd'hui, on arrive sur une évaluation. Moi, j'y suis favorable. Au moins qu'on fasse le bilan. Si ce n'est pas suffisant, on pourra remettre. Dommage simplement que cette évaluation, on l'ait fixée en 2020. Laissons aujourd'hui la capacité, effectivement, au pouvoir public et aux parlementaires d'estimer le nécessaire une évaluation de cette loi antiterroriste bien avant 2020, parce que nul ne sait malheureusement quels sont les risques encourus dès demain. Alors par contre, je suis moi agréablement surpris. Ça fait 6 semaines que je me bats contre les 526 millions d'euros et j'apprends aujourd'hui de baisse et j'apprends aujourd'hui qu'on ait une augmentation de 7%. Soumis à heureusement une augmentation de 7%. Hors budget, je dirais, de rémunération et de salaire des agents. Mais c'est une bonne nouvelle. Mais attention, attention. J'ai entendu madame et monsieur dire tout à l'heure, attention aux effets de communication. Oui, parce que 526 millions un jour, plus 7% le lendemain. Est-ce que demain, on ne va pas tenter de nous expliquer que finalement, on va faire quand même des économies et que vous aurez un peu moins d'argent et un peu moins de moyens? Parce que vous savez, lutter contre le terrorisme efficacement, j'ai dénoncé sur certaines chaînes de TV et de radio, il y a quelques semaines que ça, des directions départementales de la sécurité publique qui n'ont plus d'argent à compter là, depuis le 1er septembre, pour faire tourner les véhicules. Donc comment voulez-vous qu'on soit en guerre quand on ne peut pas? J'avais dit à l'époque, on ne va pas faire la guerre ni en trottinette, ni en pyjama, mais malheureusement, on était bien parti pour. On va vous demander peut-être aux policiers de faire un don au ministère, comme on demande pour l'appel 1950 euros aux bailleurs. de salaire aux moyens d'un Je voudrais policier, bien vous faire réagir quand la police dit on a effectivement besoin, cet état d'urgence, c'est utile. On sait qu'il y a quand même, et encore dimanche en France, il y aura des manifestations contre l'état d'urgence, contre la pérennisation de cet état d'exception dans la loi française. Est-ce que ça vous inquiète malgré tout? Oui, ça m'inquiète beaucoup parce que l'état d'urgence était très utile pendant une période et ensuite l'état d'urgence ne sert à rien. Surtout que nous mettons en péril nos libertés individuelles. Mais bien sûr, dans les pays comme la Grande-Bretagne, la Belgique, l'Allemagne, ils n'ont pas d'état d'urgence. Nous, sous l'état d'urgence, on a plein d'attentats. Bon, ça montre que peut-être il faut passer à d'autres méthodes. Et d'ailleurs, j'avais pas fini ma phrase, nous manquons d'évaluation. Nous n'avons pas le sens de l'évaluation. Là, M. Macron propose d'ouvrir de nouveau un centre. Enfin, j'étais en février avec Mme Trundley à Pontourny, on a demandé la fermeture. Alors, après, on a comme ça des bricolages. Et ce que font les préfets, moi j'ai assisté, je veux savoir si c'est de la mise en scène ou est-ce qu'il y a des résultats. Alors, on n'évalue jamais. On n'a pas évalué les associations, on n'a pas évalué Pontourny, on n'évalue pas. Dans les pays étrangers où nous nous sommes déplacés, je peux vous dire que l'évaluation est le maître mot. On ne sait toujours pas ce que signifie la politique de déradicalisation. Et le mot même. Et le mot même. Et donc, votre rapport est très utile. C'est celui de Catherine Trundley. Nous avons attention. Et c'est vrai qu'aussi dans la commission d'enquête sur la prévention du terrorisme, dont j'étais membre à l'Assemblée nationale, nous avons proposé une 50aine de mesures de façon à renforcer notre dispositif préventif, répressif contre le terrorisme. Je dis qu'aujourd'hui, l'état d'urgence a été efficace. Qu'il faut passer. Même s'il n'a pas empêché des attentats, Philippe Goujon. Bien sûr, mais vous savez, il y a des pays qui sont extrêmement préparés contre les attentats, comme Israël, où nous avons été d'ailleurs. Il y a des attentats. Mais il y a quand même des attentats, mais bien sûr, mais on n'empêchera jamais, je pense, les attentats, hélas, mais il faut faire davantage pour prévenir ces attentats. Sur le plan de l'état d'urgence, je crains que la loi qui va le remplacer, qui est en cours d'examen, si je peux dire, malheureusement enlèvera des moyens d'investigation et de contrôle aux services de sécurité, et c'est dommage. Et deuxièmement, il y a aussi beaucoup de choses qui doivent être faites à la limite du terrorisme. La procédure pénale, vous n'en avez pas dit. Il faut absolument réviser la procédure pénale qui entrave l'action des services de police. Je vous donne un exemple. Vous voyez un service de gendarmerie lambda. Autrefois, 2/3 de leur temps, on pourra parler pour la police d'ailleurs, 2/3 de leur temps étaient consacrés à l'enquête, disons 1/3 à la procédure administrative. Là, aujourd'hui, c'est l'inverse. Donc les services n'ont plus le temps d'investiguer. Il faut renforcer la politique d'investigation. Et puis il y a aussi quelque chose de très important, qui est ce qu'on pourrait appeler l'islamo-gangstérisme. La lutte contre le terrorisme, ce n'est pas seulement les dispositions, les fichiers S, etc., où d'ailleurs le dispositif n'est pas terrible. Mais c'est aussi la lutte contre la délinquance et la répression de la délinquance de base. On voit bien que les terroristes radicalisés, islamistes, ont commencé, la plupart du temps, par de la petite délinquance. Et donc, d'où l'importance aussi de modifier le système pénitentiaire.
etc. Donc c'est une politique globale. Et là, je ne comprends pas, on ne voit pas ce que veut faire le président de la République. Il y a 2-3 annonces qui ont l'air d'être jetées comme ça un petit peu à la face du public, mais ce n'est en aucun cas une politique globale de lutte contre le terrorisme qui est exposée, et c'était pourtant l'occasion qu'avait le président de la République de le faire. Oui. Vous partagez cette analyse, Yves Lefebvre? Oui, moi je partage cette analyse, oui, partiellement toutefois. J'étais très clair avec Gérard Collomb le 20 juillet dernier, et je lui ai réécrit ces derniers jours d'ailleurs pour lui demander où il en était. Lutter efficacement contre le terrorisme, aujourd'hui tout le monde le veut, bien évidemment, ça va de soi. Avoir des mesures pour nous, policiers, nous permettant de lutter encore plus. Avoir un budget en conséquence, oui. Mais avant de faire tout ça, de tomber dans les effets médiatiques, aujourd'hui, il faut tout simplement faire l'état des lieux de la police nationale et de la gendarmerie. Je dirais que la gendarmerie est un peu mieux lotie que nous. Aujourd'hui, on a une juxtaposition de services. Dans le livre blanc que j'ai adressé à tous les candidats à la présidence de la République, et qui plus est bien évidemment au président actuel, nous, on demandait le retour des renseignements généraux. Aujourd'hui, on a encore le renseignement territorial. Alors, on a mis la task force, oui, très bien. Mais pour autant, on a créé encore une couche supplémentaire au millefeuille du renseignement. Il fallait revenir au système des renseignements généraux, et je reviens à ce que j'avais dit à l'époque à Nicolas Sarkozy. Et aussi aujourd'hui, il faut qu'on réinvestisse le terrain. Bien évidemment, l'économie souterraine est l'une des principales sources de l'alimentation aujourd'hui du terrorisme, que ce soit en France ou à l'étranger. Donc il faut qu'on puisse reprendre pied pour ça. Mais pour ça, aujourd'hui, plutôt que de garder des unités satellites, d'avoir des services de police qui se marchent les pieds, de crouler sous la charge de la procédure pénale, avec parfois des services judiciaires qui se marchent sur les pieds les uns des autres, je pense tant à la police judiciaire qu'aux sections de recherche ou qu'aux sections départementales d'investigation. Aujourd'hui, il faut simplement qu'on mette tout à plat, qu'on nous écoute à nous, représentants du personnel, parce que nous sommes des policiers, nous savons de quoi nous parlons. Et je crains encore une fois qu'on soit là dans des annonces purement technocratiques qui sont en inadéquation avec la réalité du terrain. Faisons cet état des lieux, ayons le courage. Je crois comprendre qu'Emmanuel Macron veut faire de la politique autrement. Je crois comprendre qu'Emmanuel Macron est courageux. Eh bien, soyons courageux jusqu'au bout. Faisons ces états des lieux de la police nationale. Certains appellent ça des états généraux, moi j'appelle ça des états des lieux. Mais agissons vite, parce que le terrorisme, lui, va beaucoup plus vite que nous. D'abord, je voudrais dire que je partage partiellement quelques vues de nos collègues. D'abord, il ne s'agit pas des fous, c'est trop facile. Si tous étaient des cas psychiatriques, donc ce seraient des pauvres victimes de la folie ou des maladies pathologiques. Donc, on n'aurait rien à faire, on croise les bras et on attend. Alors, on oublie... Enfin, je réponds comme ça à votre remarque. Il ne s'agit pas de déradicalisation. Il faut expliquer à M. Macron que la déradicalisation peut se faire peut-être dans les goulags. Mais en tout cas, ces gens-là, il faut reconnaître qu'ils ont un engagement idéologique funeste, mortifère, et qu'il ne faut pas maintenant faire de la littérature. Il faut trouver des moyens innovants, comme l'ont fait nos collègues au Danemark ou en Belgique ou ailleurs. Essayons d'autres méthodes. Un exemple de ce que vous avez pu constater, ce qui a été mis en place et qui fonctionne au Danemark, Esther Benbassa. Vous savez, au Danemark, ils ont d'abord, la déradicalisation, ils ne connaissent pas le mot. Ils parlent de exit programme, programme de sortie de la grande violence. Alors, vous avez des degrés. Eux, ils sont 3, dans la ville qu'on a visitée, 3 qui travaillent à mi-temps, un policier, ce que chez nous, ça n'arriverait pas pour la déradicalisation, un psychologue, un éducateur, etc. Ils suivent les gens, ils les accompagnent. Il y a un suivi personnalisé, sur mesure, parce qu'il y a des personnes dérangées psychologiquement, d'autres qui ne le sont pas du tout, d'autres qui sont vraiment des vrais idéologues, et il y a des jeunes provocateurs. Alors, ils font le tri et ils les accompagnent sur mesure. Chez nous, on croit que le sur-mesure coûtera plus cher. On ouvre des centres. En prison, ça a été un échec, les unités dédiées. Enfin, on a des programmes coûteux qui ne font pas avancer la question. On donne plein d'argent à des associations. Tout le monde devient associatif maintenant ou conseiller en déradicalisation, des bureaux de consulting. Non, mais il faut arrêter avec tout ça. Ces gens-là arrivent quand même à sortir les gens. Ils leur trouvent un boulot. Ils les suivent en entreprise, ils les mettent dans un appartement éducatif et on est derrière eux. Alors nous, on veut se débarrasser en donnant aux autres
la tâche de s'en occuper. Alors, Philippe Goujon, sur cette question sensible de la déradicalisation. C'est un volet de la politique à mettre en œuvre et je partage effectivement ce qui était dans le rapport Serben Bassa et notre collègue Trendel, mais c'est un volet, voilà, qui n'est pratiquement pas abordé d'ailleurs, hélas, de façon innovante. Et comme il faudrait le faire. Emmanuel Macron promet un grand plan national de prévention de la radicalisation. Le énième. Tant mieux d'ailleurs, mais bon, qu'est-ce qu'il y a? Voilà, qu'est-ce qu'il y a dans ce plan? Et je ne vois pas non plus de mesures, elles sont aussi importantes, me semble-t-il, de mesures qui permettent par exemple de mieux suivre les fichiers S. On voit bien que la plupart des terroristes étaient fichiers S, et ben ils ont quand même pu commettre leur attentat. On ne voit pas de mesures qui permettent l'expulsion d'un certain nombre de personnes qui sont en lien avec les organisations terroristes. On ne voit pas de mesures qui permettent d'investiguer davantage, qui permettent aussi de coordonner plus. On évoquait un certain nombre de mesures à l'instant. Je pense qu'il est nécessaire d'avoir une bien meilleure coordination. Alors, on dit coordination, mais quelles mesures concrètement? Il n'y a même pas de base de données commune en matière terroriste pour l'ensemble des services d'investigation. Il n'y a pas de base de données commune. La coopération européenne est encore insuffisante. Elle en a sa belle mission. Moi, j'étais à Europol, Eurojust. Bon, il y a beaucoup de choses qui se font, mais c'est totalement insuffisant. Il n'y a pas de politique européenne, voire internationale, évidemment, a fortiori, contre le terrorisme. Donc, voilà, c'est ça qu'on aurait aimé entendre de la part du président. Peut-être, d'ailleurs, les grands plans qu'il annonce vont-ils décliner tout ça. Aujourd'hui, on reste sur sa fin. Yves Lefebvre, sur cette question de la déradicalisation, est-ce qu'on peut envisager qu'en France, la police soit associée justement à la lutte contre la radicalisation? Et la police, pourquoi pas? Quand la police a des effectifs suffisants, parce que j'ai entendu 7 000 emplois de policiers, 10 000 on travaille avec nos collègues gendarmes. Oui. Création d'emplois ou embauche. Alors, voilà, exactement. Création d'emplois ou d'embauche, parce qu'il faut quand même savoir que l'an dernier, on a eu plus de 2000 départs à la retraite. Donc imaginez-vous, on a à peine compensé. Alors est-ce qu'on est... Les mots ont toute leur importance, surtout quand on est en guerre. Création ou maquillage d'embauche? La question, je vais la poser pas plus tard qu'après-demain au directeur général de la police nationale. Moi, je pense que je vous donnerai la réponse avec grand plaisir, M. Goujon. Aujourd'hui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais entendons-nous bien aussi. Là, on n'a pas parlé. J'ai cru comprendre quand même que Emmanuel Macron parle de plan national de prévention de la radicalisation. Donc, je reviens aussi à l'occupation du terrain par les policiers. Pourquoi? Parce que c'est à la source qu'on va les chercher. On va sentir les premiers frémissements de radicalisation. Oui, voilà, les signaux faibles. On n'y arrive pas. On y arrive. Si, madame, on peut y arriver dès lors qu'on occupe le terrain. Sauf à dire aujourd'hui que quand on occupe le terrain, on est simplement dans une phase de répression. Il faudra concilier la prévention et la répression. La prévention sans répression n'a aucun intérêt. Ni l'un ni l'autre. Les deux doivent être conciliés. Mais pour ce faire aujourd'hui, il faut aller au plus près de la source. Aller chercher, je dirais, les signes de frémissement, oui. Ça ne se voit pas, puisqu'il cache. Mais si, madame, ça se voit, très sincèrement, ça se voit. Vous le voyez, vous avez des signes malheureusement apparents, parfois, et vous avez dans le comportement des personnes. La preuve en est faite sur les dernières personnes qui étaient parfois aussi le suivi des fichiers S. Mais aujourd'hui, on ne peut pas suivre tous les fichiers S. Il y a tellement de fichiers S. Donc aujourd'hui, des petits signes à peine perceptibles, mais le policier qui connaîtra son secteur, qui saura se faire reconnaître dans son secteur, pourra sentir ça. Mais aussi, il faudra qu'il soit craint, ce policier. Alors pour ce faire, ce plan, effectivement, mais ne soyons pas courts dans la durée. Je crains qu'un quinquennat ne soit pas suffisant. Non. Moi, je ne partage pas du tout, bien sûr, ce que vous dites, parce qu'il n'y a pas que la répression. J'ai été étonnée par un des points évoqués par M. Macron, c'est que, comme vous le savez, il y aura des retours de Syrie et un très, très grand pourcentage d'enfants entre 1 et 5 ans. Alors, il dit que ces enfants ne devraient pas être pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Moi, je suis pour qu'on utilise ce que nous avons sous la main, à savoir ce qui a déjà montré son efficacité, la PJJ, etc., qui savent s'occuper des délinquants, qui savent s'occuper de ces jeunes enfants. Enfin, je ne vois pas pourquoi on ne demanderait pas à l'aide sociale de l'enfance en augmentant leurs effectifs et leur budget. Je suis vraiment étonnée. C'est toujours comme ça. On fait avec de l'ancien, du nouveau. L'ancien qui ne marchait pas, alors on le retrouve dans le nouveau qui ne marchera pas. Alors voilà, avec ça, on peut s'attendre à ce qu'on ne fasse pas de la vraie prévention, parce qu'il y a plusieurs modèles de prévention qui peuvent être accompagnés de répression, mais qui aussi
ne le sont pas et qui peuvent, parce que la prison n'est pas le lieu où on se déradicalise le plus. Hein. Philippe Goujon, on arrive bientôt au terme de ce débat. On a un arsenal législatif extrêmement complet déjà dans la lutte anti-terroriste. Qu'est-ce qui manque encore? Mais non, il manque beaucoup de choses. On l'a évoqué en matière répressive. Bon, la prévention est indispensable, mais en matière de lutte antiterroriste, on a affaire à une catégorie très particulière de criminels. Et ça plaisante pas, je veux dire, quand vous faites sauter avec une ceinture explosive, quand vous tirez dans le tas, quand vous tuez des centaines de victimes innocentes, avec des camions, là, il faut quand même être un tout petit peu dur. Donc, il est nécessaire, d'abord, effectivement, d'identifier les signaux faibles. Moi, je partage tout à fait votre... Il faut plus de policiers, bien sûr. Vous le disiez, il y a 10 000 ou 12 000 fichiers S pour terrorisme. Parce qu'il y en a 20 000 sinon total. Du provocateur. Voilà, donc il n'y a pas suffisamment de policiers pour ça. Le plan Vigipirate Sentinelle doit être complètement revu parce que les choses, on le voit aujourd'hui, ne sont pas efficaces. Et c'est au contraire un appel peut-être à attaquer des militaires, même s'il faut maintenir évidemment une surveillance. Et puis je dis qu'il faut aussi des moyens aussi juridiques, davantage. Là, on va passer de l'état d'urgence à une nouvelle loi qui, par exemple, assouplit l'assignation à résidence ou les perquisitions. Je ne pense pas que ce soit une bonne mesure. C'est-à-dire voté par le Sénat. On a le nombre de personnes perquisitionnées. On ne peut en avoir besoin. Demain, vous verrez d'ailleurs, le président de la République prévoit de lever l'état d'urgence. Vous verrez que s'il y a un attentat, comme ça a été le cas le 14 juillet d'ailleurs, de l'année précédente, le jour même, eh bien on ne lèvera pas l'état d'urgence. Là, je crois que on est loin du compte. Ouais, Yves Lefebvre, sur ce point, on parlait au début de ce débat justement de la pertinence, de l'utilité des mesures contenues dans l'état d'urgence sur les assignations à résidence, par exemple. Les assignations à résidence, pour moi, je suis, c'est mon expression, je suis monté au plafond quand j'ai vu que les sénateurs, Madame la sénatrice, vous aviez voté effectivement contre. C'est un moyen aujourd'hui de quand même de localiser la personne, et ça nous permet quand même de cibler l'environnement, de cibler, avec le peu de moyens dont nous disposons. Avec le peu de moyens dont nous disposons, parce que nous avons encore aujourd'hui à subir les kilomètres de la fameuse révision générale des politiques publiques, avec plus de 10 000 suppressions d'emplois. On attrape des délinquants, pas des terroristes actuellement. Ne confondons pas délinquance et terrorisme. C'est un vieux policier qui vous parle, madame, pour avoir été confronté souvent à la délinquance et parfois du terrorisme, et du terrorisme politique, en l'occurrence celui de l'ETA, contre lequel je travaillais. Donc je peux vous assurer qu'aujourd'hui, être confronté à des terroristes islamistes, ça n'a rien à voir, je rejoins M. Goujon, absolument rien à voir. On est dans un niveau très largement supérieur. Combien d'assignés vous avez? On a des chiffres. Hein. C'est ridiculement bas. Oui, les perquisitions ne donnent pas grand-chose. On trouve ici et là... Non, ça nous permet, c'est un outil supplémentaire et nous n'avions pas le droit aujourd'hui, dans l'état de guerre dans lequel nous sommes plongés malheureusement, ça ne sert à rien. Séparés, malheureusement. On va rentrer dans un état d'urgence permanent, Esther Benbassa, c'est assez je le crains. Et c'est très dangereux pour notre démocratie. Voilà, moi je pense que dans un pays démocratique, c'est un état exceptionnel passager, mais enfin maintenant on a la loi qui est aussi dure que l'état d'urgence. Donc je suppose qu'en novembre, on ne va pas proroger pour la 7e fois l'état d'urgence. Philippe Goujon, on peut concilier cet éternel débat, liberté et sécurité? Tout ça est bien joli. Moi je constate que nous avons des centaines de morts sur notre territoire pour fait de terrorisme et qu'aujourd'hui la priorité c'est de lutter contre ce terrorisme. Alors il faut accepter un certain nombre de contraintes qui ne me paraissent pas excessives pour la vie quotidienne de nos concitoyens. Ouais. Sur ce point, vous savez, on a vécu douloureusement le mois d'avril dernier avec l'assassinat de notre collègue Xavier Juchelet. Après l'assassinat, il y a plus d'1 an maintenant, de notre couple de collègues dans les Yvelines. Moi, j'ai pas envie d'aller redéposer une gerbe à l'endroit où un de mes collègues a été assassiné. Alors, quand on est en guerre, oui, il faut un état d'urgence. Et si la prochaine loi antiterroriste n'est pas suffisante, il faut remettre l'état d'urgence. Parce que je dirais que c'est le principe du serpent qui se mord la queue en permanence, cette affaire. Dès qu'on n'a plus d'attentat, on se dit on va sortir de l'état d'urgence. Dès lors qu'on a un nouvel attentat, et on l'a vu ces dernières semaines, malheureusement on l'a vu, et on repart. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut? Préserver notre République, préserver la sécurité de nos concitoyens et préserver... Mais on n'arrive pas avec l'état d'urgence. Difficilement et bassement payés pour assurer la sécurité. Mais vous en avez pas, monsieur. Essayons de donner les moyens de le faire. Vous n'assurez pas la sécurité. Il y a des attentats les uns après les autres. Madame la sénatrice, et si je peux me permettre, je pense qu'aujourd'hui, sans état d'urgence, la situation serait malheureusement bien plus dramatique que ce qu'elle est déjà. Très sincèrement. Merci. Je dirais seulement un mot. Il faudrait peut-être ouvrir les assises de la réflexion sur la prévention de la radicalisation, parce que en mettant des pansements,
on n'ira pas loin. Le message est passé. Merci à vous Esther Benbassa, merci Philippe Goujon, merci Yves Lefebvre d'avoir participé à ce débat. Autre thème qui va vous intéresser, Esther Benbassa, oui à la surveillance, non à l'espionnage. C'est une décision de la Cour européenne des droits de l'homme qui a condamné une entreprise roumaine qui avait licencié un de ses ingénieurs pour avoir utilisé sa messagerie professionnelle à titre personnel. Alors avant d'en parler avec notre invité, les explications de Flora Sauvage. Tout commence en 2007, quand un salarié roumain est licencié pour avoir utilisé sa boîte mail professionnelle pour échanger des messages avec ses proches. Et ce, malgré l'interdiction du règlement intérieur de son entreprise. Devant les dénégations de son employé, le responsable lui présente la transcription de ses emails, révélant ainsi qu'il avait été surveillé. L'ingénieur roumain saisit la Cour européenne des droits de l'homme, invoquant son droit au respect de la vie privée et familiale. La CEDH a rendu sa décision aujourd'hui. La Cour sanctionne l'employeur roumain qui avait surveillé son employé à son insu. Cette décision peut faire jurisprudence sur les 47 pays membres du Conseil de l'Europe, sachant que la France a été l'une des premières par l'arrêt de 2001 à sortir l'utilisation des mails personnels dans le cadre professionnel de l'exercice d'un droit qui est la liberté individuelle de chacun d'entre nous. En France, l'usage privé d'un mail professionnel est possible sous conditions. Il est préférable de mentionner personnel dans l'objet du courriel, de proscrire les messages graveleux ou contraires à la loi et de ne pas abuser des emails perso au travail. Enfin, tout courriel identifié comme personnel est privé, mais il faut savoir que votre email professionnel peut faire l'objet d'une surveillance technique. Alors cette décision pourrait-elle faire jurisprudence? Éric Barbry, avocat spécialiste en droit numérique, est notre invité. Il répond aux questions de Saveria Rojek. Le face-à-face, c'est tout de suite. Bonjour Éric Barbry. Bonjour. Alors, la Cour européenne a donc sanctionné la Roumanie pour ne pas avoir protégé la vie privée d'un salarié qui a été licencié pour avoir utilisé sa messagerie professionnelle à des fins personnelles. Qu'est-ce que signifie concrètement cette décision? Est-ce que cela signifie que les salariés seront désormais protégés, quelle que soit leur utilisation de leur messagerie professionnelle? Alors, ça veut dire qu'ils seront sans doute un tout petit peu plus protégés que ce qu'ils sont aujourd'hui. Puisque aujourd'hui, dans la plupart des pays de l'Union européenne, on a déjà des règles. Dans certains pays, vous avez des lois même sur la définition des communications entre les communications professionnelles et les communications personnelles en entreprise. Mais disons que la Cour européenne des droits de l'homme fixe en fait des règles qui vont s'appliquer à toutes les juridictions nationales dans les pays de l'Union européenne, en disant à chaque fois que vous allez avoir une affaire à traiter d'analyse ou pas de l'appréciation de contenu par l'employeur de messages personnel du salarié, eh bien vous allez devoir passer une grille, un tamis, une vérification d'un certain nombre de critères. Et c'est en fonction de ces critères que moi, je vous impose de travailler que vous allez pouvoir prendre une décision sur ce qui était possible ou pas possible par l'employeur. Voilà, et ce sont des critères très précis. C'est ça, ce sont des critères très précis. En fait, ils sont au nombre de 6. Alors, pour ceux qui s'intéressent, c'est le paragraphe, parce que beaucoup de gens n'ont pas envie de lire toute la décision. Elle fait 60 pages. C'est le paragraphe 120. De décision, et je rappelle que c'est une affaire qui est jugée depuis 10 ans. Exactement, 10 ans en Roumanie pour la première affaire. Et elle a déjà été jugée par les instances européennes. Donc, on est sur une nouvelle décision rendue par les mêmes instances européennes, mais dans une configuration un peu différente. Et en fait, il faut aller voir le paragraphe 121 et le paragraphe 122. Ça, c'est pour ceux qui n'auront pas envie de tout lire. Et en fait, quand vous reprenez les critères de la Cour européenne, vous en avez 6. Et elle vous dit, voilà, vous allez regarder à chaque fois, chaque affaire, en fonction de ces 6 critères. Donc, que je peux vous présenter rapidement, si vous le souhaitez. Non, on va peut-être pas rentrer dans le détail vraiment de cette décision, vous le rappelez, 120 pages, mais pour que les choses soient très claires pour le téléspectateur, un employeur ne pourra plus surveiller les communications de son employé, quelle que soit la finalité de cette surveillance. Absolument pas. Il pourra continuer, à l'inverse, il pourra continuer à surveiller. En fait, ça change tout, si vous voulez, ça change rien. Ça change rien sur le principe juridique, c'est que la Cour européenne dit un employeur a le droit de contrôler ce que font ses salariés. Et la Cour dit aussi, mais le salarié a droit à sa vie privée résiduelle. Donc ça revient à ce que vous expliquiez tout à l'heure dans la présentation, c'est-à-dire que si moi je veux utiliser de manière résiduelle ma messagerie professionnelle alainbensoussan.com pour envoyer des mails personnels, d'une certaine manière, tant que j'en abuse pas, personne ne peut me l'empêcher. Si en plus je marque personnel dans l'objet de mon message, clairement personne ne pourra l'ouvrir. Donc là, ça ne change rien. Mais ce que dit la Cour, c'est qu'elle donne des critères supplémentaires. Elle dit par exemple, moi je veux que le juge qui va statuer vérifie si oui ou non le salarié a bien été informé
de ce qu'il était contrôlé. C'est un point important de savoir qu'aujourd'hui, le tribunal devra regarder si oui ou non le collaborateur a bien C'était été... visiblement pas le cas dans l'affaire de cet employeur. Alors c'était le cas, c'est pas sur ce critère-là particulièrement que c'est tombé, il y a d'autres critères qui sont tombés. Le critère principal sur lequel la décision a été rendue, c'est plutôt le fait qu'il y ait une surveillance permanente, massive, et pas ponctuelle et pas forcément justifiée. Éric Barbry, est-ce que cette décision va faire jurisprudence? Est-ce que plusieurs pays européens vont devoir changer leur législation? Alors changer les législations, pas forcément. Nous, on a par exemple le droit des mails, en fait, dans l'entreprise est construit par des décisions de la Cour de cassation en France. Il n'y a pas une réglementation particulière qui décide ce qu'on considère comme un mail personnel d'un mail professionnel. Donc de ce point de vue-là, on n'est pas obligé d'avoir une réglementation nationale. Ceci dit, si on veut intégrer ces critères et si on veut les rendre moins subjectifs, parce qu'un critère, c'est toujours subjectif. Là, vous en avez 6, donc il y a 6 fois plus de chances d'être subjectif dans une décision. C'est sûr que beaucoup d'États vont sans doute aller vers une réglementation nouvelle sur la gestion des courriers électroniques personnels versus professionnels. Est-ce que vous pouvez peut-être rappeler les 6 critères rapidement? Oui, bien sûr. Le premier, c'est l'information préalable. Donc un employeur doit informer préalablement ses collaborateurs de ce qu'il met en place des mécanismes de surveillance. Le deuxième, c'est l'étendue. Il ne faut pas forcément contrôler tout le temps, tout le monde, et singulièrement pas forcément contrôler les contenus des gens. On peut tout à fait regarder combien de mails vous recevez sans aller regarder le contenu de vos mails. Le critère de justification. Il faut que si on contrôle et plus on contrôle, plus ce soit sérieux, qu'il y ait des justifications particulières à apporter, par exemple la protection de l'entreprise. La subsidiarité, c'est le 4e critère, c'est-à-dire est-ce qu'il y avait d'autres moyens de faire? Et il peut y avoir d'autres moyens de faire, on n'est pas obligé de contrôler les collaborateurs pour savoir s'ils travaillent en regardant leurs mails. Le critère de conformité, qui est à mon avis un des plus importants et ça va être très difficile à mettre en œuvre, c'est est-ce que ce qui a été pris comme sanction vis-à-vis du salarié est bien ce qu'on lui a dit en amont quand on a vérifié, quand on lui a donné l'information sur l'existence d'un contrôle. On va lui dire, voilà, on te contrôle pour telle raison, mais il faudra bien qu'on le sanctionne. Mais vous risquez jusqu'au licenciement, voilà. c'est ça? Et il faut que ce soit sur cette raison-là qu'on le poursuive. Et puis le dernier, c'est est-ce qu'on a mis des garanties suffisantes pour le salarié? C'est-à-dire finalement, si on va piocher dans sa vie privée ou pas, est-ce qu'on lui a par exemple donné la possibilité, ou est-ce qu'on lui a expliqué que pour avoir des mails personnels, il fallait mettre personnel dans l'objet des mails. Voilà. Est-ce qu'on lui a proposé des garanties qui lui permettent d'avoir sa vie privée protégée dans l'entreprise? Alors justement, vous l'avez évoqué tout à l'heure, mais quelle est la situation précisément en France? On sait que dans notre pays, la loi impose une consultation et une information des salariés, donc c'est déjà le cas. Alors là, en France, on est plutôt honnêtement pas mauvais. Et d'ailleurs, il y a dans cette décision une présentation du gouvernement français sur sa position qui est plutôt bonne, qui est de dire, nous, on a réglé à peu près le problème en disant, 1, il faut une information préalable. C'est ce que dit la Cour européenne des droits de l'homme. 2, il faut une information auprès de la CNIL, ou en tout cas une démarche auprès de la CNIL, puisque si vous mettez en place des traitements de données à caractère personnel, la CNIL rentre en jeu, donc il y en a cette démarche à réaliser. Donc ça, c'est 2 démarches préalables, information préalable, démarche auprès de la CNIL. Et après, on peut tout à fait contrôler les mails des collaborateurs en créant des chartes dans les entreprises, des règlements intérieurs, des règles du jeu, en disant, bah, écoutez, quand vous aurez un message personnel, vous avez qu'à l'identifier comme étant personnel ou comme étant privé. Et ces mails que l'on va identifier dès l'origine comme mail personnel ou privé, on n'ira pas. Le reste, la Cour de cassation le dit depuis au moins 2001, ce sont des mails qui sont présumés être professionnels, de la même manière que si vous receviez un courrier dans l'entreprise. Mais néanmoins, j'ai envie de vous dire, on vit dans un monde qui est de plus en plus connecté, où la frontière entre vie privée et vie professionnelle est de plus en plus ténue, avec les smartphones, où on est joignable en permanence. Comment justement juger ce qui relève de l'un ou de l'autre domaine? C'est justement là où il va falloir faire un effort de pédagogie. C'est justement là où il va falloir revoir un petit peu nos règles du jeu dans les entreprises pour être un peu plus précis sur le sujet. C'est aussi pour ça que... Donc c'est les règles dans l'entreprise qui doivent changer, pas la loi? Non, c'est d'abord les règles de l'entreprise. La loi ne pourra venir qu'après. Pour faire une loi, il faudrait peut-être l'intégrer dans la loi travail en ce moment, mais je pense qu'il y a bien d'autres sujets à traiter en ce moment. Mais vous l'avez déjà eu dans la loi El Khomri. Dans la loi El Khomri, il y avait ce fameux droit à la déconnexion. Vous avez raison, vous parlez d'une entreprise surconnectée ou des salariés avec des fils à la patte, à commencer par ça. C'est tout à fait juste. Ceci dit, la loi El Khomri a prévu de mettre en place des mécanismes de droit à la déconnexion. Donc en fait, on va aller vers une hygiène, une certaine manière de la communication, en essayant d'être le plus pédagogique possible et surtout le plus précis possible sur ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire, ce qu'on a le droit de contrôler, ce qu'on n'a pas le droit de contrôler. Mais va-t-il falloir un nouveau texte de loi pour mettre justement en musique cette nouvelle décision de la Cour européenne? Alors, il faut savoir qu'il y a déjà des pays en Europe qui ont ce type de réglementation. Réguler, c'est toujours très compliqué, surtout dans les technos, parce que vous avez un temps du droit et un temps de la techno. Et le temps du droit et le temps de la techno ne sont pas forcément des temps très adaptés. Donc oui, sans doute que la réglementation permet
permettrait de simplifier la vie de tout le monde, mais pas sûr que ce soit la manière la plus adaptée. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous, Éric Barbry. Merci Saveria Rojek. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À 18h30, on va plus loin. Nouvelle formule présentée par Rebecca Fitoussi. Très bonne soirée et à demain.